Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Lynx Aliouba, il est président du parti Modèle. Eh bien, on va changer de sujet, on va parler politique. Vous avez sans doute suivi Alpha Condé lors de ces forums des investisseurs ou investissements en Guinée. Il a dit qu'il n'y a pas d'opposants en prison. Il qualifie les Guinéens de tous les noms d'oiseaux, accuse la presse française de ne pas respecter les chefs d'État africains. Écoutez, comme à ses habitudes, moi je n'ai jamais cru que quelqu'un de plus de 80 ans puisse se réinventer. Alpha Condé ne peut pas mieux produire. C'est comme si vous avez une télé en face de vous, elle ne peut que donner que des images parce qu'elle n'a été fabriquée que pour ça. Je ne pense pas que c'est à ce stade-là qu'il peut changer de discours ou changer de méthode. C'est seulement regrettable que quand on tend vers la fin de sa vie, parce que nous sommes tous des mortels, plus on avance en âge, plus on se rapproche de Dieu, ça c'est la logique humaine, comme on le dit, on corrige ses erreurs, on essaie de se faire pardonner, etc., etc. C'est ce que nous avons trouvé. Et plus lui il avance en âge, plus il se comporte de cette façon-là. Et en plus, quand un père de famille, surtout devant des étrangers, se permet d'insulter, de manquer du respect à ses enfants, c'est qu'il est en train d'étaler la façon dont il les a éduqués. Donc c'est à lui-même il parle. Au-delà de ce fait, quand Alpha Condé traite les gens de tortues, des gens qui n'ont pas honte, il faut bien voir cela parce que c'est comme s'il parlait à son entourage, il parlait à ses collaborateurs, parce qu'il est en train en même temps de critiquer le fait que ça n'a jamais marché, que sa gouvernance n'a jamais produit des résultats. Il expliquait son mauvais bilan par le fait que les gens avaient des comportements comme ça. Donc, au lieu de penser qu'il parlait à tous les Guinéens, il parlait plutôt à son entourage. On a vu comment les décrets se font et se défont, comment est-ce que les gens qui perdent complètement leur honneur et leur dignité pour accepter des petits privilèges du pouvoir. Donc, à regarder de près, Alpha Condé s'adresse à son entourage. Il manque du respect à ses collaborateurs. C'est eux qui l'insultent. C'est eux qui traitent des gens qui n'ont pas honte. C'est eux qui le traitent comme étant des tortues qu'il est en train de chauffer. Donc, pratiquement, tous ceux qui ne sont pas dans ce registre-là ne se sentiront pas concernés. En tout cas, moi, je ne me sens pas concerné du tout parce que je n'ai besoin ni de son décret, ni de son privilège. Donc, il est en train de faire en sorte que qu'il expose aux Guinéens avec qui il est en train de travailler. Mais ces écarts de langage, c'est cette façon de parler de façon outrancière, est-ce que vraiment c'est digne? Non, pas du tout. C'est vraiment triste et moi j'ai apprécié. On a vu les réactions, par exemple, de la presse française des concerts des confédérés filles. Évidemment, quand il parle, d'ailleurs, il est le plus mal placé pour vilipender la presse. Cette presse, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour son ascension politique? Mais quand il était en prison, si aujourd'hui il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée, il y a des otages politiques. Parce que ceux-là n'ont pas leurs droits qui sont respectés. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, la façon dont ils ont été arrêtés, la façon dont ils sont séquestrés, la façon dont ils sont emprisonnés, et le fait qu'on leur refuse tous leurs droits, les plus élémentaires, même le droit des soins, le droit d'exercer des activités sportives pour leur propre santé, le droit à accéder par exemple à la lecture, c'est des choses qui sont tellement basiques que ça tout porte à croire que c'est une sorte de prise d'otage. Systématiquement, ils n'ont même plus accès à leurs avocats. Donc s'ils ne sont pas des prisonniers politiques, c'est qu'ils sont des otages de la dictature. Et ça, c'est plus grave. Alors, moi je pense qu'il est en train d'être un peu mal conseillé. On connaît quelques-uns autour de lui qui lui donnent des idées, genre il faut avoir une rhétorique qui consiste à nier. Mais le monde est plus en avance que lui et son entourage. Qui est-ce qui ne connaît pas ce qui se passe en Guinée? Il s'est livré à la presse internationale. On a vu les réactions, les gens qui lui manquent de respect. Et d'ailleurs, quand vous parlez de respect, le premier respect, c'est celui qu'on accorde à soi-même. Accorder son respect à soi-même, c'est tenir ses engagements, tenir sa parole. Il n'a pas respecté la constitution de son propre pays. Il n'a pas respecté ses 2 serments sacrés, tenus devant son peuple et devant le monde entier. Il n'a pas respecté ses engagements antérieurs en tant qu'opposant politique. Il n'a pas respecté l'idéologie et les militants de son propre parti. Mais de quel respect il parle? Il veut quel respect? Moi-même, je ne me respecte pas, mais je tiens à ce que les autres me respectent. Ça n'a absolument aucun sens. Heureusement que les gens ont répliqué à la lettre. C'est ce qu'ils voulaient. Ça déshonore notre pays. Parce qu'après tout, on va parler de la Guinée à chaque fois qu'on parle de lui. Et tous les Guinéens se sentiront concernés. Mais la fonction présidentielle, elle a plus de valeur que le fait d'être rabaissé comme ça. Je pense que la Guinée mérite nettement mieux. En tout cas, il rend un mauvais service à l'image de notre pays.
Et lui-même, il est en train d'écrire son histoire de façon assez dommage, parce que tout ceci va rester et les enfants vont apprendre demain qui il a été en tant que président. Mais c'est assez triste comme héritage. Et comment la classe politique, les activistes, disons les forces vives de la nation, si on peut les appeler ainsi, doivent gérer, doivent s'y prendre, doivent faire face, prendre acte, prendre position par rapport à ces discours du président? Mais écoutez, dans ce pays, quand même, nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous savons que nos parents nous ont inculqué des valeurs. Chacun est l'ambassadeur de sa famille, bien entendu. Il faudrait bien qu'à un moment donné, qu'on mette de côté les clivages politiques, les considérations politiques, et qu'on se dise clairement que ça, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Nous avons des aînés que nous respectons, nous avons des valeurs africaines auxquelles nous croyons, et évidemment que le fait de manquer du respect aux gens, encore une fois, j'insiste, il n'a fait que décrire son entourage et ses collaborateurs, c'est eux qui correspondent aux mots qu'il a employés. Les autres Guinéens ne le sont pas. Mais dès lors qu'ils revendiquent la fonction présidentielle, malgré tout ce que cela est, nous savons très bien que c'est quelque chose qui a été confisqué systématiquement, il n'est plus légitime pour représenter, parler, agir au nom de la Guinée, mais bien entendu, il faudrait que chacun se lève pour lui rappeler, en fait, c'est vrai qu'il a sa position qu'il occupe, mais il n'est pas plus guinéen que quelqu'un d'autre. Et il ne peut pas continuer de se comporter de cette façon parce que ça ternit l'image de notre pays et bien entendu, ça ne nous fait pas honneur. Eh bien, il y a ce cadre permanent de dialogue et de concertation qui a été mis en place. Est-ce que vous pensez qu'il était nécessaire de mettre en place une telle structure dans ce contexte de crise politique et sociale actuelle? Mais écoutez, ils sont en train de raccommoder, en fait, parce que le problème, il est structurel et il est très profond. Nous en avons suffisamment parlé à chaque fois qu'on est là. Nous savons combien de fois ce pays-là est en train de traverser des moments particulièrement difficiles. Et alors, il ne suffit pas simplement de raccommoder, de mettre du vernis sur quelque chose qui est en train de s'effondrer systématiquement. En temps normal, si toutefois les institutions fonctionnaient, ne serait-ce que de façon partielle ou peut-être pas à fond, mais le meilleur cadre de dialogue, c'est celui-là qui est institutionnel. Si par exemple les législatives avaient donné comme résultat des députés qui représentaient la nation, le peuple de Guinée, on n'a pas un cadre plus idéal de discussion des problèmes de la Guinée plus que dans une Assemblée nationale. Mais ça, c'est par principe. C'est si l'Assemblée nationale était effectivement la représentation nationale. Tel n'est pas le cas. Je crois que je l'ai dit ailleurs, je vais le répéter ici. Alpha Condé, c'est comme s'il était un peu dans l'école à la fois dans l'école de Sékou Touré et de Lansana Conté. Parce qu'on voit certaines pratiques, on se reconnaît automatiquement dans ces différents régimes. Par exemple, pour le second régime, souvenez-vous que dès lors que Conté avait engagé ce processus pour s'éterniser au pouvoir à partir du référendum de 2001, les législatives de 2002 et les présidentielles de 2003, Alpha Condé les avait boycottés en tant que RPG, en tant que parti politique, et quand Conté mourait, RPG n'avait aucun représentant. De 2003 jusqu'en 2008, l'année à laquelle Lansana Conté est mort, il y avait une opposition fantoche qu'il avait fabriquée et dont tout le monde se souvient, à qui il avait distribué des postes dans une assemblée nationale qui n'était pas représentative. Encore, il y a quelques architectes de cette fraude qui sont là, des Kirdi Bangoura se promènent ici, ils se sont recyclés, il y en a d'autres qui sont là. L'histoire, elle est récente. Et alors, cette façon de fabriquer les Boïbari, qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite? Est-ce qu'ils sont des opposants? Le fait d'avoir fabriqué des gens comme Abakar Somparé par la suite, et même ceux qui siégeaient à cette assemblée, à la mort de Conté. Tellement que l'Assemblée n'était pas représentative, elle n'a pas pu régler un seul problème qui s'est posé de 2005 jusqu'en 2008. Par la suite, il a fallu une médiation internationale, la CEDEAO, à travers Babangida qui était venu ici. Ça voulait dire que l'Assemblée nationale, là, n'était rien qu'une chambre d'enregistrement et un levier de caution pour la dictature de Conté. Et du coup, quand Conté est mort, la succession constitutionnelle sur la base des textes, c'était Abakar Somparé qui devait la revendiquer. Mais tellement qu'il s'est senti faible et illégitime, il n'a pas osé franchir le pas. On sait ce qui s'est passé par la suite. Ramener ces faits à maintenant. C'est la même chose qui est en train de se faire. Alpha a fabriqué une opposition, il est en train de distraire les gens en constituant des personnes non représentatives pour en faire une opposition, mais l'opposition, sa valeur, c'est quoi? C'est sa représentativité. Si vous n'avez aucun militant à la base, vous ne représentez personne. Le fait de s'attribuer une étiquette parce que le président
vous reçoit et vous en rigolez, ça vous fait des images. Alors là, c'est assez ridicule. Et du coup, l'opposition, la vraie et la plus représentative, c'est celle-là qui va s'exprimer. Le reste, ils vont parler à leur nom, ils vont se réunir dans des petits mais salons. celle que vous qualifiez de vraie là, pour le moment, elle ne s'exprime pas. Si, elle s'exprime. C'est quoi? Elle s'exprime. Oui, vous savez, le contexte est rendu difficile par le fait que la dictature pense pouvoir tout tenir. Mais vous savez, dans une dictature, comme on le dit, c'est valable pour ici et pour ailleurs, tout semble toujours bien fonctionner jusqu'à la dernière minute. Parce que la dictature, elle aime les courtisans. Elle aime les troubadours, et ceux-là ne vous diront jamais la vérité. Même si vous êtes en danger, ils viendront chaque matin pour chanter vos louanges afin d'avoir des petits privilèges. Le chef, le jour qu'il va avoir autour de lui des gens qui vont cesser de lui dire la vérité, c'est que sa chute n'est pas loin. Ça, c'est naturel. On le voit partout. Donc, quand on s'entoure de menteurs, de petits profiteurs, des gens qui n'ont aucune représentativité, il suffit simplement de distribuer 50 millions et mobiliser 100 femmes pour vous chanter comme si ceux-là représentaient toute la nation, alors qu'ils ne sont même pas une goutte d'eau dans l'océan. Finalement, vous verrez. Et quand vous tombez, ce sont les mêmes qui vont se recycler et faire croire aux gens qu'en réalité, vous n'écoutiez pas. Donc il y aura recyclage. Vous pensez qu'il y aura recyclage après l'ère Condé? Ils vont tenter. Il y a des gens qui ne vivent aujourd'hui que des petits privilèges du pouvoir. Vous savez, quand vous avez des personnes qui n'ont aucune référence académique crédible, qui n'ont aucune référence sociale, qui ne se gênent de rien, quelle image ils renvoient pour leurs enfants, comment ils se regardent à la télévision après avoir posé des actes déshonorants, quand vous avez des gens comme ça, ils vont se recycler avec tous les régimes. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est une politique du ventre. Comment manger. Et même en offre, ils vous le disent. Ils vous disent, écoutez, nous, on est dedans, on dit ce qu'on dit, mais en réalité, on a besoin de vivre, on a besoin de manger. Malheureusement, il y a des gens en Guinée qui n'ont même pas honte de vous le dire. Mais qu'est-ce que leurs enfants retiendront d'eux? Où est la fierté? Où est l'honneur? Où est la dignité? La politique, elle n'est pas ce vice ou cette façon de définir. Elle a ses noblesses, elle a ses honneurs. Et l'opposition elle-même qui semble plus que divisée, comme on voit aujourd'hui. Vous avez justement campé l'environnement, mais on a l'impression aujourd'hui qu'au sein de l'opposition, il y en a qui s'opposent plutôt aux opposants que de s'opposer au pouvoir. C'est comme ça. Est-ce que ce comportement, disons cette pagaille, si vous permettez le terme, au sein de l'opposition, ne conforte pas Alpha Condé et son régime? D'abord, l'opposition, c'est la représentativité, comme je l'ai dit, c'est la base, ce sont ces militants, ceux qui se reconnaissent dans ce combat-là. C'est vrai que ça semble être amorphe ou peut-être dormant, mais en politique, on dit aussi il faut se méfier des eaux dormantes. On ne sait pas qu'est-ce qui bouillonne là-dedans. Parce que de toutes les façons, les gens n'ont pas lâché prise, ils ne vont pas désespérer. Les activistes sont là, certains sont en exil, d'autres sont en prison. Nous sommes là, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Peut-être qu'on ne dira pas assez tout ce qu'on est en train de faire ou tout ce qu'on envisage de faire dans un média, mais ce qui est important, c'est que nous ne nous sentirons pas exclus parce que la représentativité est de notre côté. Et à partir du moment où le peuple lui-même se sent concerné par ce qu'on dit, par ce qu'on fait et ce qu'on pense, on sait que ce régime, n'eût été la violence et la confiscation du pouvoir, n'a aucune légitimité. Vous prenez Alpha Condé et tous ceux qui sont autour de lui. Vous mettez des élections ici au minimum. Même si ce sont ses collaborateurs du palais présidentiel, vous verrez qu'il ne peut pas battre quelqu'un à une élection. Malgré qu'il nourrit des gens qui lui chantent les louanges, qui lui font des propagandes dans l'indignité et dans le déshonneur, ces gens-là savent qu'ils ne sont là que pour leurs petits intérêts. Sinon, on aurait organisé des élections transparentes dans ce pays. Ils n'en feront pas, ils ne l'ont pas fait, ils n'en feront pas. Et pourtant, le peuple n'est pas bête. Il finit toujours par avoir le dernier mot. On l'a vu avant, on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu en Guinée, on le verra toujours. Mais ceux qui se trompent vont se dire, oui, l'opposition est anéantie, etc., etc. Mais cela n'est pas le cas. Parce que tant que nous sommes vivants, tant que nous nous tenons debout, nous nous battons, nous continuons, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Il ne suffit pas simplement de se dire, oui, parce qu'on a affaibli tel, et ici, c'est vrai qu'il y a de la manipulation. Aujourd'hui, il y a des soutiens déguisés d'Alpha qui sont beaucoup plus opposés aux opposants que lui-même et ses collaborateurs. Mais c'est naturel. Ce pays a toujours reproduit ce type de scénario. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite? En 2008, les acteurs qui étaient présents sur le terrain avant la mort de Lansana Conté, quels sont ceux qui ont survécu véritablement et qui ont fait de la résistance sur le plan politique? Ils sont pas là. Et entre-temps, entre 2003 jusqu'en 2008, le RPG ne tenait même pas d'assemblée générale. Alpha n'était représenté, son parti n'était représenté dans aucune institution du pays. Le parti n'était dynamique officiellement nulle part.
Mais tout porte à croire qu'en 2010, on a compris qu'il s'était préparé autrement. Donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas annoncer la mort d'un acteur politique tant qu'il est là. Il faut toujours compter sur les gens qui mènent honnêtement le combat. C'est vrai que le combat ne peut pas se mener à un même rythme, à une même cadence. Et puis, on ne peut pas avoir la même méthode pour chaque situation. Mais ce qui est certain, tant que les gens sont motivés à se battre, tant qu'ils peuvent se tenir debout, ils ne manqueront pas d'idées. Et on verra à terme qui est-ce qui a eu la meilleure stratégie. Parce que certains pseudo-analystes de la 25e heure peuvent vous faire croire qu'eux, ils savaient que ce que Alpha allait devenir en 2010. Alors qu'ici, on sait qu'il y a des gens qui n'avaient même pas le courage de le fréquenter. Il y avait des gens qui ne parlaient jamais de lui officiellement. Mais par la suite, ils vous font croire aujourd'hui qu'ils ont grandi avec lui, que c'est eux qui ont été les militants de la première heure. Alpha est entouré d'arrivistes et d'opportunistes. On connaît leur passé. Aliouba, avec nous dans de Lynx, on va parler maintenant économie. La situation elle est peu reluisante. Le franc guinéen ne cesse de glisser face aux devises étrangères. Il y a l'inflation. Comment on peut expliquer cette situation? Bon, écoutez, d'abord j'étais un peu, enfin pas surpris, mais désolé de constater qu'il y a un certain forum des investissements qui se tient en Guinée. Des investissements ne se font pas selon au gré des forums. Un forum, ça sert à quoi? Ça sert à présenter les opportunités qui n'étaient pas connues avant, mais sur la base des résultats existants et du potentiel dont vous disposez. Mais la plupart des facteurs qui encouragent les investissements sont des facteurs endogènes. C'est une expression économique, mais ça veut dire les facteurs internes. Et ce sont des préalables sans lesquels on ne peut pas parler d'investissement, en tout cas pas d'investissement massif. Nous savons que les investissements publics en Guinée sont très faibles parce que c'est un pays qui ne recouvre pas assez de recettes. C'est un pays où le niveau de pauvreté est très grand. Donc, on a besoin du concours international pour investir dans plusieurs domaines de l'économie pour se développer. Ce sont les avantages de l'ouverture, de la mondialisation et de toutes les opportunités que le monde offre. Parce que le monde n'est pas saturé économiquement. Le potentiel est toujours là, les opportunités existent. Malheureusement, chez nous, on n'a pas préparé les préalables pour être un pays attractif. Pour être récipiendaire de ces investissements, il faut de l'attractivité. L'attractivité dépend de plusieurs facteurs internes, des facteurs endogènes, la bonne gouvernance, le moins de corruption, la qualité des infrastructures, la qualité de la main-d'œuvre locale, elle est très importante. Ça veut dire que les gens doivent faire des métiers, avoir de très bonnes formations pour qu'ils puissent être opérationnels. La qualité de la sécurité, la qualité de la justice, le système bancaire, les textes législatifs. Donc ce sont des éléments qui sont incontournables, qui représentent un peu le tableau de bord pour le pays. Donc quand les investisseurs seront intéressés, si vous organisez un forum, c'est leur démontrer effectivement que vous avez tout ça en place. Maintenant, entre le faire théoriquement, à travers une projection que vous pouvez faire, et dans la pratique des choses, actuellement, la Guinée, dès que vous mettez un clic, on sait que c'est l'un des plus grands pays qui viole les droits de l'homme. C'est un pays à crise politique répétitive. C'est un pays où les infrastructures, vous pouvez faire 15 heures de route pour 400 kilomètres. Ça, c'est un fait, c'est une évidence. C'est un pays où la justice n'existe pas, elle est politisée, elle est instrumentalisée. C'est l'un des pays les plus corrompus du continent. C'est un pays où le doing business a fait son classement. Faire les affaires en Guinée, ça coûte la tête des yeux avec la corruption et tout ça. Donc, vous avez tout ce tableau qui ne donne que des signaux alarmants, donc des indicateurs au rouge. Alors, vous savez que même en Guinée, ceux qui sont les voleurs publics prennent ce qu'ils ont volé et placent dans les pays de la sous-région parce qu'ils ne font pas confiance à leur propre pays. Vous avez des investisseurs locaux qui n'ont jamais été rassurés, que l'État réprime tout le temps, escroque tout le temps, et que ces investisseurs locaux-là ne sont pas rassurés. Vous avez des frontières que vous avez fermées pour des raisons politiques. Vous avez une répression systématique de tout ce qui est contestation et contradiction dans votre pays. Et vous avez tous ces tamas-là, tous ces éléments mobilisés, et vous faites croire au monde que vous voulez attirer des investisseurs. Il n'y a personne qui mettra de l'argent dans un tel contexte. C'est inimaginable. J'ai dit, derrière, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire une communication pour donner un semblant de sérieux. Parce qu'il est en train d'utiliser des gros mots qu'on lui file de passe de gauche à droite, gouverner autrement, prospérité partagée, etc., etc. Derrière, il y a des petits conseillers qui ne vivent que de ça. On trouve les gros mots, on lui donne, et puis il est en train de dire comme si les gens vont croire à ça. Et à la limite, il n'y a aucun résultat. Ils vont avoir des intentions d'investissement, comme ils l'ont fait avec le PNDS. Le PNDS,
Ils ont annoncé 20 milliards de la part de la Chine, 20 milliards de la part de l'Union européenne, etc., 6 milliards. Ils ont fait toute la propagande et de la démagogie autour. On sait que derrière, il y a ce qu'il en est. On va revenir sur toujours cet aspect économique avec nous dans Aidelinks Aliouba. Il est président du parti Modèle. On parlait de l'économie, du cas de gouverner autrement, justement. Il semble que le président Alpha Condé a convoqué certains responsables de régie pour leur doter, de leur faire signer des contrats de performance. Oui. Est-ce que ça peut prospérer? Bon, écoutez, vous savez, il y a des principes qui sont souvent appliqués ailleurs, qui sont bien toujours d'être expérimentés. Les contrats de performance, d'abord, il faut l'expliquer. Même dans le cadre privé, ça se fait. Quand vous êtes employé, on vous définit des termes de référence de votre contrat, on vous assigne des objectifs à atteindre selon une période bien déterminée. C'est en fonction de l'atteinte de ces objectifs-là, on peut avoir un pourcentage toléré, un pourcentage souhaité, un pourcentage encouragé. Tous les entrepreneurs qui m'écoutent, ils savent ce que ça voudrait dire, parce que c'est qu'on appelle la rentabilité à la marge, parce que chaque employé doit plus apporter que coûter pour l'entreprise pour qu'elle soit maintenue. Dans le cadre de l'administration publique, on peut l'expérimenter. Il y a des modèles anglo-saxons qui gèrent l'administration publique comme une entreprise. On fait de sorte que les responsables des directeurs nationaux ainsi que les ministres soient évalués selon la marge de rentabilité. Je pense que c'est une idée comme ça qu'on a dûment certainement soufflé à Alpha. Maintenant, il convoque ses responsables des régies financières. Et par exemple, quand j'ai vu le directeur général de la douane, alors on leur fait comprendre qu'ils doivent augmenter les recettes douanières. C'est ce que tous les dirigeants guinéens ont fait. Je me demande quelquefois avec quel cerveau ils réfléchissent, parce que c'est contre-productif. Sur le court terme, ça peut donner l'impression que le pays s'enrichit, mais sur le moyen et sur le long terme, ça a un coût social plus important que les avantages que ça peut générer. Je vais expliquer. Quand on a un pays dont l'économie est extravertie, ça veut dire qu'il a besoin de l'extérieur pour la plupart de ses biens et services de consommation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que des importateurs iront à l'étranger pour acheter ceux dont les Guinéens ont besoin, c'est de la devise qu'ils font en Guinée et ça sort. Une fuite de devise. Ça veut dire qu'il faut décourager cela en économie, parce que c'est un appauvrissement pour le pays de départ et un enrichissement pour le pays de destination. Parce que chaque commande supplémentaire génère des emplois supplémentaires et un coût des avantages pour la compagnie ou pour le pays de départ. Maintenant, la Guinée, nous savons très bien que nos importations sont plus importantes que nos exportations. Naturellement, c'est pas un pays qui produit. Donc, le cordon douanier, qui est l'une des portes d'entrée les plus importantes, une porte d'entrée maritime, par exemple le port de Conakry, contribue à une proportion très importante. À un moment donné, c'est près de 6 000 milliards dans les recettes budgétaires de l'État. On dit à un directeur de la douane, les responsables des régies et un ministre des Finances, augmenter les recettes, c'est la chose la plus banale à faire. Parce que le levier sur lequel il va s'appuyer, c'est bien entendu d'augmenter au niveau des taxes douanières, au niveau de ce qui est appliqué pour l'importation. L'importateur, il perd jamais. C'est un prestataire de service, c'est un opérateur économique. Ce qui est sûr, c'est qu'il va indexer le prix de vente sur la base du coût, que cela, le coût de production, le coût d'importation, toutes les charges vont être évacuées, et au finish, il met sa marge de bénéfices, et bien entendu il applique le prix. Et ça se répercute sur le panier de la ménagère. Il y a un exemple que j'ai eu à Aliou ce matin avec un opérateur importateur qui m'a dit que les camions qui sont bloqués à la frontière à Koundara, ces camions, avant, quand ces camions ça devait entrer, ils payaient quelque chose de 45 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, les camions sont obligés, puisqu'on ne peut plus entrer en Guinée, de passer de contourner toute cette frontière et d'aller vers le Mali et puis ressortir vers Kouré Malé. Mais une fois qu'ils arrivent à Kouré Malé, au lieu de payer 45 millions de francs guinéens, les commerçants, ils payent 3 fois. C'est-à-dire quelque chose de 150 millions de francs guinéens. Exactement. La même chose quand les marchandises, ça vient maintenant parce que on a fermé les frontières. Les fournisseurs sont obligés de leur faire parvenir parfois la marchandise par la voie maritime. À ce niveau également,
on trouve que ils ont surtaxé les prix. Exactement. Donc, dès que ce produit est sur le marché guinéen, les prix sont inaccessibles. Ils ne sont pas des philanthropes. Tout à fait. Non, c'est des prix inaccessibles. Parce que effectivement, c'est un exemple assez illustratif. Et vous ajoutez à cela le coût de transport, parce que le carburant qu'ils vont consommer pour un trajet qui est 3 fois plus long que le trajet normal. Et le coût ça veut du dire camion. le coût du camion, le coût de transport l'entretien du chauffeur, l'entretien de... Donc, à terme, arrivé à destination, les produits deviennent inaccessibles. Et quand ça devient inaccessible, c'est-à-dire les prix qui vont augmenter. Qui est-ce qui va être directement impacté? C'est le consommateur. Dans l'ensemble, le consommateur, et bien entendu, qui va perdre progressivement son pouvoir d'achat, sa capacité de consommer. Et dès lors qu'un consommateur perd son pouvoir d'achat, en économie, on l'appelle désormais un consommateur autonome. Ça veut dire un consommateur de survie. Vous devenez une sorte de charge pour l'économie. Vous n'êtes plus un avantage parce que vous ne consommez plus. Donc, vous sortez du circuit classique. Dès que maintenant les charges sont plus importantes, c'est-à-dire les personnes qui seront amenées à être couvertes, à être assistées deviennent plus importantes que les personnes qui contribuent à la création de la richesse, naturellement, l'économie s'effondre. C'est une logique simple. Donc, alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, sur le court terme, vous constatez des indicateurs de recettes qui augmentent, mais sur le moyen terme et sur le long terme, il y a une situation sociale catastrophique qui est en train de s'instaurer parce que le niveau de pauvreté ne fait qu'augmenter. Et quand cela est fait, sont excessivement chers sur le marché. Excessivement chers et inaccessibles. Donc, du coup, vous n'avez pas des mesures palliatives. Parce qu'il n'y a pas de production locale qui puisse concurrencer afin de réduire le niveau d'importation. C'est ce que le gouvernement l'a fait. Et le problème aussi, c'est le rattrapage politique qu'ils font. Parce qu'après avoir asséché les ressources publiques dans les campagnes de propagande, les détournements, la corruption et tout ce que vous voyez, ils se disent que non, on va activer un levier. Vous vous souvenez en novembre de l'année dernière, quand j'ai appris que le ministère du Transport voulait lancer une campagne de réimmatriculation, je ne sais même pas si le mot existe, je l'utilise. C'est ça existe, réimmatriculer. Donc ils sont en train de réimmatriculer les véhicules. Et quand j'ai vu ça, j'en étais sidéré. J'ai fait une tribune que j'avais publiée, qui a été suffisamment relayée, et le ministère s'est même fondu un communiqué. Au lieu de justifier ou d'expliquer avec argument ce qu'ils voulaient faire, ils se sont attaqués à ma personne, en m'insultant, en me manquant de respect, comme si cela a un effet sur moi. Et finalement, ils voulaient le faire depuis janvier, mais ils ont compris que la population n'allait pas accepter parce que c'est de l'escroquerie. C'est une arnaque. C'est ce qu'ils font tout le temps. Ils le font dans le domaine du carburant, ils le font dans le domaine du transport, ils le font. Ce gouvernement-là ne sait qu'arnaquer sa population. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils se retournent sur les pauvres gens, sur quelques miniers, sur quelques entrepreneurs. Les PME sont mortes. On a vu qu'Alpha Condé demande à ce qu'il y ait une loi qui va réprimer sévèrement les hausses fantaisistes des prix sur le marché. L'économie ne s'administre pas de façon autoritaire. C'est là maintenant, c'est ce qui est incompréhensible. D'abord, on sent qu'il ne connaît rien de l'économie. Je ne l'en veux pas. Mais quand on voit le sérieux avec lequel certains sont en train de bavarder autour de ça... Mais il a un premier ministre qui connaît un peu... Ça c'est à démontrer. Hein. Quand vous se dit, je sais pas, docteur d'un pays anglophone, il ne parle même pas anglais, et que c'est lui qui fait croire aux gens... On n'est pas dans un pays anglophone, hein, il est libre. Mais on n'obtient pas son doctorat aux États-Unis en langue française. Oui, ça aussi. Voilà, ça, on ne peut pas parler du franglais. À moins que ça soit dans une école française, privée, je connais bien ce ouverte aux pays. États-Unis. Je sais C'est qui n'est pas évident. C'est pas sérieux. De toutes les façons, il y a beaucoup de prétentieux, ceux qui se disent économistes, j'aimerais bien qu'ils démontrent ça. D'ailleurs, posons la question, pourquoi ils n'acceptent pas les débats contradictoires? J'aimerais bien. Il y a beaucoup d'économistes ici qui aimeraient bien avoir des débats contradictoires. Mais pour cacher leurs carences, dès que vous commencez à parler, ils vont te dire non, on n'a pas le même statut, on n'est pas du même niveau, on n'est pas ça et ça, j'occupe des fonctions. Ils ont toujours un argument pour fuir la contradiction. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont des lacunes qu'ils veulent pas que les gens découvrent. Mais ils vont découvrir d'une façon ou d'une autre. Soit parce qu'ils viendront s'exprimer, soit parce que leurs actes ne produisent pas des résultats. Alors revenons sur la chute quand même de ce franc guinéen face aux devises étrangères. Mais écoutez, c'est la conséquence de tout ce qu'on a accumulé comme contre-performance ces dernières années. L'inflation, c'est la chose contre laquelle nul ne peut se protéger. Parce que d'abord, nous avons une situation qui ne soutient pas la monnaie locale, parce que nous n'exportons pas, nous ne recevons pas des investissements directs étrangers, nous sommes sous assistance des organisations
des institutions internationales, mais ça c'est une assistance de survie, je l'ai démontré ici avant en ce qui concerne le FEC. Et donc, cette asphyxie, cette ponction qu'on nous fait tout le temps sur l'économie, ça ne règle pas les problèmes, ça nous maintient plutôt dans une situation d'assistance. Donc à terme, la monnaie locale, elle n'est pas soutenue par des exportations, celle-ci n'existe pas. Elle n'est pas soutenue par des investissements massifs qui viendraient de l'étranger, qu'ils soient directs ou indirects. Et du coup, la monnaie ne pouvait pas résister. Et vous avez aussi l'impact de la fermeture des frontières. Vous avez l'économie criminelle qui se développe parallèlement, parce qu'on nous reparle encore du trafic de cocaïne en grande quantité. Quand c'est comme ça, le pays devient horrible à l'international. Nous savons comment les narco-États se traitent. On a connu cette histoire-là pour la Guinée-Bissau, la Guinée, un peu le Cap-Vert et même un peu le Sénégal. Ces pays-là ont fait beaucoup d'efforts pour soigner cette image-là. Si encore on nous ramène ce réseau et que on parle de plus des hauts cadres de l'État, dans la police, etc., qui seraient impliqués, je ne sais pas pour le moment qu'est-ce qu'il y en est, mais quand c'est comme ça, c'est assez affreux. C'est assez scandaleux en termes d'image. Et vous savez, toute l'économie est bâtie sur la confiance. Hein. C'est un paramètre psychologique. Sans la confiance, il n'y a pas d'économie. À partir du moment où vous avez cette étiquette-là, on vous fait comprendre qu'il y a une économie criminelle qui se développe. À Bac, je vais vous montrer un exemple d'observation qui peut vous faire comprendre que nos pays, la Guinée et certains pays, il y a des indicateurs. Quand vous venez dans un pays où le niveau de pauvreté est si élevé, où il y a près de 70% de la population qui n'a pas $2 par jour, moins de $2 par jour. Mais toutes les 5 minutes dans la circulation, vous pouvez observer un véhicule de 40 000, de 50 000 dollars qui passe. Le contraste. La nuit, quand vous circulez, vous voyez des restaurants UP qui sont des clubs UP et des grands hôtels. Quand vous observez ces éléments-là, dans un pays, vous verrez qu'il y a une contradiction entre la réalité sociale du pays et cet enrichissement d'une petite élite. Et il y a pas, parce que le processus d'enrichissement dans les pays sont suivis. C'est-à-dire la création de la classe intermédiaire, c'est la classe moyenne. C'est celle-là qui démontre que le pays est en train de sortir progressivement de la pauvreté quand c'est structuré, quand c'est organisé, c'est identifiable. Mais quand on a des pays comme ça, où vous avez des indicateurs de ce genre, rien qu'à observer, on sait qu'il y a une économie parallèle qui s'est créée. Cette économie parallèle... Ça veut dire que s'il y a une classe basse et une classe haute, il n'y a pas de classe intermédiaire. C'est la classe haute, elle est toute une toute petite minorité. Elle est composée de mafieux, elle est composée de corrompus, elle est composée de gouvernements à haut standing, etc. Vous la faites, vous l'évaluez en proportion, elle ne peut pas représenter 2%. Mais vous avez plus de 70% de la population, 80% qui vit dans l'extrême pauvreté. Dès que vous avez de telles observations et de tels écarts, il y a une économie qui profite à un petit cercle. On appelle ça l'économie criminelle, l'économie souterraine. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maîtriser celle-là. D'abord, elle n'est pas formellement identifiée, donc on ne peut pas la quantifier, mais elle profite à des gens. Quels sont les dégâts qu'elle peut causer? Vous ne saurez vous savoir. Donc c'est pourquoi, quand on est dirigeant et qu'on néglige ces paramètres-là, généralement ce sont ces économies criminelles qui financent toute forme de subversion dans les pays. Les Américains le savent, et les autres pays, c'est pourquoi chez eux, chaque citoyen a un numéro d'identification, a une adresse, parce que vous ne pouvez pas mener une activité suspecte sans qu'on puisse savoir ce que vous faites. Même si votre revenu augmente de 20%, ou de 30%, ou de 50%, il y a une explication qui est donnée parce que ça passe par le circuit bancaire. Mais chez nous, le fait de ne pas contrôler ce type d'économie souterraine qui se crée, cette économie criminelle, c'est eux qui financent le terrorisme, c'est eux qui financent toutes sortes de subversions. C'est pourquoi les États dans lesquels on fait de l'évaluation de ce type, pratiquement c'est des États qu'on blacklist. C'est des États mis en carreau rouge. On vous dit dans tel pays, il faudrait pas y aller, il faudrait pas. Mais est-ce que les gens là, ceux qui nous gouvernent, sont suffisamment conscients de la dangerosité de ces genres de choses? Je me pose la question. Aliou Ba avec nous dans Aidelinks, il est le président du parti Modèle. Peut-être finalement, est-ce que vous avez récupéré votre agrément, puisque on sait que la Cour suprême avait fait une décision demandant au ministère de l'administration du territoire de vous remettre ce document sans délai? Écoutez, c'est une transcription qu'on demande au ministère, mais c'est l'arrêt de la Cour qui est désormais l'agrément du modèle. Donc la décision d'autorisation d'exercer, elle a été prise par la plus haute juridiction du pays en matière administrative. Nous disposons de tous les documents, l'arrêt nous l'avons et de tous ces documents. La notification a été transmise par voie d'huissier au ministère concerné.
Mais bien entendu, ce débat-là, il est derrière nous. Le ministère a réagi, pas encore? Non, pas encore. Mais peu importe. C'est qu'ils s'ils réagissent, ils formalisent, ils auront respecté la Cour suprême, parce qu'il ne s'agira pas simplement de dire délivrer un extrait de naissance si vous le voulez ou pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est comme quand on obtient un jugement supplétif qui tient lieu d'acte de naissance. Ça veut dire que c'est votre acte de naissance. On dit maintenant à la mairie de transcrire les références du jugement supplétif dans les registres de l'état civil. Donc une transcription, c'est un fonctionnaire qui s'assoit, il prend ici, il écrit là, et puis il rend. Donc quand vous avez besoin de montrer votre extrait de naissance, votre jugement supplétif fait état d'extrait de naissance. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Intéressant. Avec nous dans Indelinx, Aliouba, du modèle Aboubakr. Ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être. Oui, le Niger. Mohamed Bazoum qui remporte la présidentielle. On a Maman Ousmane qui a été soutenu par Alpha Condé, l'opposition qui continue à manifester dans ce pays. Ils soutiennent toujours les perdants et ceux qui sont les moins importants pour leur pays. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le cas du Niger, l'intérêt que la Guinée a à regarder la situation du Niger et la situation du Mali, c'est qu'on a tendance à se dire qu'il y a toujours des coïncidences dans notre histoire. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Actuellement, je suis en train de lire les mémoires de quelqu'un qui a écrit sur la Guinée. Je ne vais pas dire le nom. Mais j'ai appris au temps du premier régime avec Djibo Bakari, qui fut un opposant proche au feu président Ahmed Sékou Touré, qui avait même vécu à un moment donné en Guinée. La Guinée était très impliquée dans la situation du Niger à l'époque. Aujourd'hui, ça ne change pas trop. Mais ce qui est important, c'est que Mahamadou Issoufou, qui est venu avec Alpha Condé au pouvoir presque au même moment, pour Issoufou en 2011, pour Alpha en 2010, et dans le même contexte, les deux sont arrivés au pouvoir après une transition militaire, et tous les deux appartenaient à l'internationale socialiste. Ils avaient à peu près le même parcours politique, à l'exception que Mahamadou Issoufou a toujours travaillé dans sa vie. Il travaillait à Areva. Et aussi, il avait un background qui était quand même professionnellement plus solide que Alpha Condé. Et du coup, ils sont arrivés au pouvoir et c'était des bons amis apparemment. Mais par la suite, chacun a choisi sur quelle page de l'histoire. Le troisième mandat les a séparés. Exactement. Et de façon très discourtoise, parce qu'on a vu après des attitudes où ils se retrouvaient dans des sommets apparemment où ils se saluaient même pas et tout ça. Bref. Tout ça, c'est du Alpha, on connaît comment il traite les gens. Et à terme, Mahamadou Issoufou, il rentre dans l'histoire de son pays et du continent, en donnant, parce qu'il est resté ferme. Les premiers démagogues du Niger, il y en avait eu deux, qui sont des activistes de la société civile qui avaient commencé à ouvrir le débat sur une histoire. Les premières sirènes. Voilà, les premières sirènes, exactement. Ont été mis en prison. Les premiers qui avaient commencé à parler d'une histoire de troisième mandat et de modification de constitution avaient été poursuivis et condamné devant une juridiction. Après, ça a complètement coupé le débat. Et finalement, la mouvance présidentielle au Niger s'est organisée pour trouver un remplaçant, un candidat qui a compétit, et finalement, il est élu président. La transition, progressivement... Même si certains ont quand même manifesté à Niamey dans les manifestations. Si toutefois leur droit de manifester est respecté. Vous savez, le Niger, c'est comme la Guinée, nous sommes des États qui viennent de très loin. Et le Niger, avec tout ce qu'il y a comme djihadisme, comme Boko Haram, et tous les problèmes du pays, les problèmes sécuritaires, des problèmes de développement, si Mahamadou Issoufou avait la prétention d'être l'homme providentiel, il aurait mis tout ça sur la table pour dire que tant que je ne règle pas ça, je suis là président. Mais il a dit que ce serait prétentieux de sa part de croire ou de faire croire qu'il est le seul Nigérien capable de gouverner le pays. Non seulement il a respecté son entourage, parce que contrairement à certains qui préfèrent être des troubadours, ils n'ont même pas le courage d'être ambitieux. On dit aux gens, mais restez là, vous avez 80 ans, vous aurez 100 ans, vous pouvez rester. Et puis au Niger, il passe la main et ça stabilise les institutions et le pays est en train d'avancer. Donc c'est tout à l'honneur de Mahamadou Issoufou. On comprend que cela gêne certains en Guinée parce qu'après... je vois des gens du pouvoir qui se mettent là à critiquer Mohamed Bazoum, à dire que c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas une vraie élection.
Mais lui, on aurait souhaité avoir la même chose en Guinée. Au moins, ils ont fait une élection. Nous, on a confisqué, ils ont soutenu quelqu'un qui a confisqué le pouvoir et dont le bilan macabre est aujourd'hui à plus de 200 et qui a pris en otage des gens pacifistes pour en faire des prisonniers qu'ils contestent. Si au Niger, l'élection n'est pas transparente, en Guinée, il n'y en a pas eu. Donc, pour pouvoir, ils sont pas crédibles pour critiquer ceux qui sont au Niger. Ils sont en train d'amplifier le fait qu'ils soient ridicules. Sinon, le silence aurait été mieux pour eux.